En 1836 vont arriver les frères Cowan, Peter et Andrew, des Écossais qui avaient émigré à Montréal au milieu des années 1820. C'est à ce moment-là que va commencer le développement commercial de Cowansville. Peter va devenir le premier maître de poste en 1841. Entre 1870 et 1920, Cowansville va devenir non seulement un petit centre commercial, mais également un centre de service pour la population de la région grâce à sa gare ferroviaire. Car avec l'arrivée du train en 1870, Montréal n'est plus qu'à 2 heures de distance. Pendant cette période-là, il va y avoir l'ouverture de 2 succursales bancaires, de petits commerces, des hôtels, ainsi que quelques petites usines, dont l'usine Vilas, un fabricant d'instruments oratoires et de pupitres d'école. Entre 1920 et 1955, Cowansville va devenir un centre industriel majeur avec l'ouverture de la filature de soie Brock Silk Mills en juin 1922. Au cours de cette période, la vie économique et même la vie sociale, sportive et culturelle de Cowansville va dépendre en grande partie de l'usine Brock. Tellement que Cowansville va même devenir presque une company town, car en 1945, l'usine Brock emploie plus de 1200 personnes, alors que la population de Cowansville est d'à peine 3600. En 1956, Eugénie Sharpley fonde le Centre d'art de Cowansville. Elle va en être la présidente jusqu'en 1968. Gerald Brock, président de l'usine Brock Mills, va aider à fonder le Centre d'art de Cowansville en fournissant des locaux gratuitement au club récréatif Brock, qui est aujourd'hui le musée Brock, et aussi en fournissant non seulement des moyens pécuniaires, de l'argent, mais également ses nombreux contacts dans le monde des peintres, car lui-même était un peintre amateur. Cette maison-là appartenait à Brock. Je ne me rappelle pas si c'était Consultex dans le temps, mais je sais que j'avais été, parce qu'elle servait surtout de maison pour leurs invités, soit des clients, soit des visiteurs qui venaient. Puis ils servaient des repas ici en bas. Puis j'avais été invité par la compagnie pour venir prendre un repas avec eux. Puis ils ont tout simplement dit à ce moment-là qu'ils commençaient à trouver qu'à cause que le siège social, je pense, était déjà déménagé, où les activités de bureaux, de grands bureaux étaient déjà à Montréal. Et puis, maintenir cette place-là ici commençait à être trop dispendieux, je pense, pour eux. Puis, ils m'ont demandé si j'avais une idée de quoi faire avec cette chose-là. J'ai dit, la seule chose que j'ai dit, vous devriez la vendre à la ville pour $1. Ça s'est passé comme ça. Puis on dit pas non, on va vous revenir. Puis ils sont revenus après ça. Puis, ils ont dit, on va vous vendre la bâtisse pour la valeur au livre, soit 147 000 $ environ, là, et on va vous faire un don pour le même montant. Puis c'est comme ça que ça s'est bâclé. Le Centre d'art de Cowansville présentera des expositions jusqu'en 1979. La première exposition de la collection permanente Brock Lee eut lieu le 2 décembre 1960. À cette époque, la collection se composait de 36 œuvres. La réouverture, devrais-je dire, de la Maison Brock, parce que cette Maison Brock a déjà eu une vocation artistique importante il y a quelques années. C'était, je dirais pas négligé, mais c'était oublié. Le terme, c'était oublié. Et là, il semble qu'on est en train de créer une résurrection de cette Maison Brock.
La collection, il y a une salle au deuxième étage où il y a déjà des tableaux exposés, mais il y a une réserve. Et c'est dans cette réserve-là que j'ai trouvé des trésors. Et effectivement, ça remonte évidemment à M. Brock, qui était le propriétaire de cette maison-là et qui, lui, a légué des œuvres. Et parmi ces œuvres-là, il y en a qui sont très importantes dans l'histoire de l'art du Québec en particulier et du Canada. Et j'ai peut-être un mandat plus pointu qui tourne autour du musée Brock pour vraiment le faire connaître davantage et m'occuper de certains aspects du musée, entre autres la conservation, parce qu'il y a une collection très importante. En ce moment, on est en train de la répertorier justement, la collection. Puis on fait des découvertes fort intéressantes. Ça, c'est les artistes qui sont nés vers la fin des années, la fin du siècle. Alors, c'est beaucoup des artistes qui ont été connus dans les années 40, 50. Puis le groupe Beaver Hall, ben, c'était plus les années 20. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une parité homme-femme dans cette école de peinture-là, qui n'a pas duré très longtemps, mais ça a permis aux femmes peintres du Québec de vraiment se faire connaître. La collection permanente est très intéressante. D'abord, il y en a deux collections, mais pour parler de la première qui est la plus importante des deux, la collection Brock-Lee. Et cette collection comprend une centaine d'œuvres, dont la plupart ont été données par les artistes eux-mêmes ou par M. Brock, ou parfois par des amis de M. Brock. Mais en général, cette collection-là ne correspond pas à des œuvres qui ont été achetées. Et ça, c'est important de souligner la générosité des personnes à cette époque-là. Elle est très cohérente à deux niveaux. Le premier niveau, c'est qu'elle représente un groupe d'artistes qui s'appelle le groupe Beaver Hall. Ce sont des artistes qui ont peint dans la région, qui ont beaucoup fréquenté la région et qui connaissaient le propriétaire qui était M. Brock et les gens qui travaillaient ici, enfin la direction du musée. Et donc, ils ont légué certains de leurs tableaux, ce qui fait que cette collection-là est importante et elle est dans la salle de la collection permanente. L'autre partie de la collection est plus diversifiée. Elle correspond à des artistes qui ont aussi peint dans la région et qui faisaient partie du groupe social ici, parce que le musée avait quand même une importance culturelle. Bien, la collection permanente remonte jusqu'à la fin du 18e siècle. On a une ou deux œuvres qui sont de 1890, disons, et ça se termine en 1980. Alors, c'est 100 ans. Parce que d'abord, c'est une collection, comme j'ai dit tout à l'heure, cohérente, et ça, c'est difficile pour les petits musées de région. Alors, nous, on a cet avantage-là. Et deuxièmement, cette collection appartient aux gens de la région. Et c'est important qu'ils viennent voir quelque chose qui a une importance, une incidence importante au niveau des arts visuels au Canada. Et d'avoir une telle collection ici au musée, bien, c'est un plus. Ouais. Quand on parle de style, les historiens d'art, les critiques d'art aiment beaucoup classifier les styles. Ouais. Alors, si on parle d'art contemporain, les gens s'imaginent que c'est des abstractions totales. C'est pas du tout le cas. Ce style-là s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler l'art moderne, qui est le post-guerre, si on veut dire. Et c'est très important parce que beaucoup de ces artistes-là, d'ailleurs, on a trouvé deux œuvres dans la collection d'artistes qui appartenaient à ce qu'on appelle les artistes post-guerre, Deuxième Guerre mondiale, dont un de Philip Surrey, un tableau de Philip Surrey et un tableau de Frederick Taylor. Et on n'a pas beaucoup de tableaux de cette période-là, mais c'est quand même une période importante dans notre histoire. Et pour dire un style, c'est très difficile à déterminer un style particulier. Je dirais que c'est entre l'impressionnisme et l'expressionnisme, si on veut dire quelque chose. Il y a un inventaire de la collection qui a été fait en 1977. Et c'est dans cet inventaire-là, dont évidemment j'ai la liste, où je constate toutes les œuvres qui font partie de la collection. Et il en manquait certaines. Puis on les cherchait, on a cherché dans les bureaux de la ville, etc. Parce qu'évidemment, souvent, quand il y a une collection, il y a certains tableaux qui sont parfois prêtés au bureau de fonctionnaires de la ville. Et tout d'un coup, j'en ai retrouvé deux.
qui sont très importantes, celle de Philip Surrey, qui a été faite en 1951, et celle de Frederick Taylor, aussi des années 1950. Alors, et on en recherche encore 3 autres qui sont répertoriées et on les cherche toujours. L'histoire de Cowansville est très intéressante parce qu'elle a connu un moment de gloire à travers justement le textile, qui a été une source d'emploi très importante à Cowansville, et la vie qui s'est développée autour de ça, la vie sociale et culturelle qui s'est développée autour de ça. Donc, c'est quelque chose qui appartient à Cowansville. Et Cowansville a initié vraiment, on peut dire, cet intérêt dans les arts qui a peut-être été un petit peu perdu avec le temps parce qu'on parle plutôt des années 50. Mais je pense que c'est, encore une fois, je répète, c'est une grande richesse pour la ville de Cowansville d'être propriétaire de cette collection. Bien, ce qui est intéressant du musée, c'est que le musée Brock offre des expositions d'artistes actuels, donc ça amène un intérêt artistique. Et le fait d'avoir une collection qui est une collection d'œuvres d'art, parce que beaucoup des musées de la région ont des collections plus d'artefacts, si on peut dire, ce qui est intéressant aussi, bien entendu, mais c'est moins axé sur les arts visuels. Et c'est ce qui distingue, en fait, la collection des œuvres qu'on peut trouver au musée. Et l'intérêt pour la région, bien, c'est une région qui est reconnue pour avoir peut-être le plus grand nombre d'artistes en art visuel au Canada. Alors donc, il y a comme un lien important. Et il faut améliorer cette collection. Peut-être faire des échanges d'œuvres, pas nécessairement des échanges d'œuvres, mais pouvoir exposer certaines de nos œuvres dans d'autres musées et faire des échanges dans ce genre-là. Ça serait intéressant. Au niveau du patrimoine historique et artistique d'ici, de la région, c'est vraiment important. Parce qu'en gros, la plupart des artistes qu'on a aussi, ils ont un rapport avec la région. Il y en a un peu partout, là, mais il y en a beaucoup qui viennent de la région ici ou qui ont peint dans la région, comme A.Y. Jackson, il habitait à Sweetsburg. Et puis, il peignait beaucoup dans la région de Brome, du lac Brome. Beaucoup de ces gens-là, même les gens du groupe Beaver Hall, c'est connu, beaucoup avaient des résidences secondaires ici, dans le coin, dans la région. En ce moment, on a l'exposition de Raymond et Léon Plonteux. Ça, c'est une autre période qui est plus les années 50-60. Ils étaient très actifs, eux, dans la région comme peintres, mais aussi comme enseignants. Et puis, ils ont donné des cours ici au Centre d'art. La mission du musée, c'est de mettre en valeur les œuvres qu'on a, mais pas juste la collection permanente. Il y a d'autres collections qui ont été amorcées, comme la collection Livermeil, qui sont plus des artistes contemporains, des artistes de la région. Et on veut continuer à faire ça aussi. Puis à chaque année, on a une exposition collective qui ratisse assez large dans la région pour aller justement encourager les artistes régionaux à participer à des expositions. On s'intéresse aussi à ce qui se passe maintenant, là. Puis, alors donc, oui, c'est important qu'on mette la collection en valeur, mais qu'on mette aussi les artistes régionaux en valeur. Moi, je connaissais déjà des artistes qui habitaient dans la région, mais je me suis dit, alors je commence à faire une recherche, des études, et je me suis rendu compte que ce qu'il manquait, c'était la diffusion de leur travail. Alors, ça m'a convaincue de réouvrir une galerie que j'ai appelée Galerie Rouge. J'ai découvert des artistes vraiment de calibre professionnel. Ça a été une surprise pour moi de voir qu'il y avait autant, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'artistes dans la région, mais du calibre des artistes que j'ai découverts ici, ça a été une véritable surprise. Et entre 2008 et 2014, j'ai fait à peu près 50 expositions documentées. Alors, ça permettait aux gens d'entrer dans l'univers de l'artiste, qui pour moi, c'est la chose la plus importante. Ça m'a permis aussi de les faire connaître davantage, et j'ai même réussi à les faire connaître un peu en dehors de Cowansville, en dehors du Québec et même à l'étranger. Alors, ça a été une bonne réussite. Comme tout patrimoine culturel, il faut s'en occuper, s'assurer que c'est répertorié convenablement, parce que c'est un joyau qu'il faut faire justement rayonner.
En 1955, 3 entreprises, Brock Mills, Meubles Wireless et Albany Felt, assurent presque 80 des emplois industriels ici à Cowansville. Le conseil municipal entreprend à ce moment-là un vaste programme de développement industriel qui va attirer de nombreuses nouvelles usines et créer plus de 1000 nouveaux emplois dans la décennie suivante. Pendant cette période, la population de Cowansville va doubler et le territoire va tripler en superficie, à tel point qu'on va manquer d'eau. Et la création du lac artificiel, le lac d'Avignon, en 1965-66, va solutionner ce problème qui était presque centenaire. Commençait à se construire un peu dans la butte sur la rue, c'est la rue Mounet là, qui monte. Là. Il y avait quelques maisons là. Et du côté de la Roche, la rue Larouche, mais on pourrait s'en parler, la rue Larouche, mais dans ce secteur-là, là, il commençait à avoir des maisons. Puis ils ont trouvé qu'il était surévalué. Alors, il y a eu un mouvement de protestation sur ces gens-là, puis ils ont voulu s'annexer à Cowansville. Ils ont fait une pétition. Avec ça, c'est que Swissburg devenait seulement la rue principale, puis eux autres, ils encerclaient. C'était drôle. Puis à ce moment-là, c'est le maire Mounet, c'est un médecin, c'est moi qui ai présidé au référendum. Puis il est en faveur de l'annexion, lui, il est en faveur de l'annexion. C'était un petit village, Swissburg, hein, et ça a passé haut la main, et c'est comme ça qu'on s'est annexé. C'est ça qui a permis à ces deux villes-là de s'éclore, en fait, de grandir, de devenir une communauté bilingue, de devenir une communauté de demain plutôt qu'une communauté du passé, parce que des actifs qui étaient démodés, tranquillement pas vite. On est ici au musée Brock, mais la Brock Mills, quand j'étais petit gars, c'était un employeur important. C'est devenu caduc, cette industrie-là. La Wireless, qui fabriquait des meubles, c'était une industrie très importante. Elle n'existe plus. Il fallait la remplacer par d'autres choses. Fait que fusion des villes, fusion des mentalités, capacité d'eau. C'est tout un mariage qui s'est tenu, mais ça a commencé par la fusion, parce que pas de fusion, pas de lac. J'étais pas au conseil à ce moment-là, parce que c'était Claude Noiseux, l'avocat, qui est avocat de la municipalité. Il est décédé aujourd'hui. Et c'est là que ça s'est placé. Puis là, il a commencé, il y a eu beaucoup de... Évidemment, ça prenait d'abord l'arpenteur géomètre, ça prenait des recherches pour savoir si c'était possible, et il y avait les terrains qu'il fallait inonder. Ça s'est tout fait au temps de Claude Noiseux. La base, donc la base. À l'époque, il y avait deux raisons primordiales pour faire le barrage. C'était de régulariser l'égouttement de l'eau au printemps en particulier, pour éviter que, justement, le boulevard des vétérans et tout ce coin-là soit inondé. Et, à cette époque-là, la ville de Cowansville s'alimentait au lac Tétreault, qui est devenu le lac Bromont, puis le lac Gale, qui était beaucoup trop petit pour alimenter une ville qui grandissait rapidement. Alors, une des façons de voir les choses, comme mon père disait tout le temps, si on n'a pas d'eau, on ne grandira pas, on va être condamné à rester petit. Alors, il voyait ça comme quelque chose de nécessaire. Ce n'était pas un luxe, c'était une nécessité. Puis en même temps, il disait, bien, on va créer un plan d'eau dans le cœur de notre ville, on pourra faire un beau parc avec ça. Moi, je dis que c'est son titre de noblesse à Roland. Il s'agissait d'y penser. Pourtant, on voyait ça. On voyait ça, mais personne ne pensait que c'était l'endroit idéal pour faire un lac. C'était une cave, ça, en fait. Hein? C'était un endroit propice pour un lac. C'était naturel. Je sais, chaque printemps, c'était inondé. Claude Noiseux avait travaillé sur les servitudes de flottaison, de haute-eau, parce que ça prend toujours une servitude hein, pour une garantie. Ça, c'était fait, ça. Moi, j'ai pris le côté juridique positif, actif de ça. Et il y avait à l'autre bout du village, c'est tu vois le garage Pete Person, bon, vous descendez la côte, à ce moment-là, il y a une maison actuellement qui était construite, mais il n'y a pas de maison. Il y avait un petit chemin, puis il y avait un petit silo, là, puis il y avait un motel qui était là. Ça, vous avez entendu parler? C'était le Petit Canot. C'est le seul qui nous a donné du trouble, qui s'est rendu jusque devant le tribunal de l'expropriation.
il a voulu, on trouvait que la Ville ne lui a pas donné assez. Ça, quant à lui, je ne vous dirai pas les secrets professionnels, parce que c'est moi qui ai plaidé la cause. Et il y a eu à peu près ce que la Ville y offrait. Pourquoi? Parce que les chiffres qu'il donnait au juge n'étaient pas les chiffres qu'il donnait pour les fins d'impôt. Il y avait une énorme différence. Et pourtant, dans les deux, il disait « c'est la vérité ». Alors, c'est pour ça que je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à cette preuve-là que j'ai pu faire, moi. Et c'est comme ça. C'est lui qui nous a donné le plus de troubles, c'est le petit canot. Le restant, ça s'était bien passé. Il y avait des gens, l'été, il y avait ce cultivateur-là là, qui allait faire perdre des chevaux. Là. Et du côté de Swissburg, il y avait Larouche. Monsieur Larouche, ça te dit la rue Larouche? Tu connais l'histoire pour la rue? Non. Bon. Monsieur Larouche, c'était un cultivateur qui était juste au coin actuellement. C'est Hillcrest, la rue qui monte, et la rue Larouche. C'est pour ça qu'on appelle la rue Larouche. Lui, il avait sa maison là et sa ferme à côté. Et ça, tout le haut, là, c'était tout clôturé, c'était sa ferme, ça. Et l'été, ces animaux, ils les surveillaient, puis ils allaient boire dans la rivière qui était juste en bas, qui passait juste en bas. Alors, quand il y a eu le lac, là, bien, lui, ça fait son affaire, c'est qu'il commençait à étager un peu, il a laissé ses animaux, puis c'est lui qui a tout développé la rue Larouche actuelle. Et mais j'ai bien connu, mais c'est pour ça qu'on appelle la rue Larouche. C'est sa ferme, lui. C'était grand, ça. Mais là, je vais vous parler comme un petit gars, là. Ouais, parce que là, je suis pas un petit gars, je passais cet âge-là pas mal, mais à l'époque, j'étais un petit gars. Puis évidemment, de voir ces grosses bêtes-là arriver, des gros bulldozers, à ce moment-là, il y avait ce qu'ils appelaient des pan scrapers. C'était des équipements qui étaient utilisés à l'époque, mais les pneus, ça faisait 2 fois ma hauteur. Fait que là, je regardais ça de même, puis c'était impressionnant. Puis le bruit que ça faisait. Et puis là, tu voyais la rivière qui continuait. Il y avait, je pense qu'il avait joué avec le lit de la rivière pour être capable de contrôler l'eau, pour être capable de travailler. Mais de chaque côté de la rivière pour faire le barrage, puis éventuellement fermer la rivière puis que ça monte. Mais c'était gigantesque. De voir l'opinion des gens quand ça a été creusé et damé, de dire que ça ne se remplirait jamais. Parce qu'il y a bien des gens sceptiques, vous savez, on a beaucoup de... Ils appellent ça des contremaîtres de trottoir, là, sur le bord, toutes sortes de commentaires qui disaient que ça ne se fera jamais. Puis un bon matin, on s'est levé, puis c'était rempli, même si ça a débordé un peu. Il y a eu des excavations de fait, mais c'est pas un lac c'est pas un terrain qui a été surbaissé, c'est plutôt l'eau qui a été montée. Évidemment qu'ils ont été obligés de faire des remplissages. Prends le garage Godot, ça te dit quelque chose, ça? Tu vois une bosse, là. Mais le terrain était vis-à-vis de la rue actuelle. Et ça, des fois, ça inondait même l'hiver. Ça inondait, ça. Alors, c'est pour ça que pour empêcher les inondations pour le lac, vous avez une butte, là. Ça a été fait de toutes pièces, ça. Tout le tour. Du côté de Desourdis, là, ça a été fait, ça. Et c'était bien. Donc, ça a été une réussite. Le lac a été une réussite. Fait qu'il y a eu des maisons. Le petit canot, entre autres, a été inondé. De là, sa disparition. Pour les vieux de Cowansville, le petit canot, c'était les motels à la sortie de Cowansville. Il y avait des gens de construction qui habitaient là, parce qu'on faisait une route là, dans une des routes périphériques à Cowansville. Et puis, ces gens-là travaillaient sur de la machinerie lourde et résidaient là, étant donné qu'ils n'étaient pas de notre région. Alors, un des employés s'est réveillé la nuit. En mettant sa main près du lit, a réalisé qu'il avait la main dans l'eau. Alors, on a dû évacuer rapidement. En laissant la machinerie lourde là, on ne pouvait pas la sortir. Alors, on est sorti. On est sorti du motel, puis de la région périphérique, et l'eau a monté. Par la suite, lorsqu'ils ont baissé le lac, ils ont pu retirer cette grosse machinerie-là. Alors, c'était à la surprise de tout le monde. Alors, je ne sais pas quelle soirée ces gens-là avaient fait, sauf que ça a été un réveil assez brutal. Dans l'espace de presque 2 jours, ça s'est rempli. Et ça a été une surprise pour tout le monde, je pense. Puis c'est un beau souvenir de voir, en fin de compte, tu te dis, bien, le projet marche. On était, je dirais,
4 ou 5 amis assez rapprochés, puis à chaque fois qu'il y avait, on s'était fait un radeau avec des barils d'huile vides à l'époque. Aujourd'hui, on ne pourrait pas faire ça parce qu'on laisserait des traces d'huile, mais on s'était fait un radeau. Puis on partait d'une place qui était bien connue à l'époque, qui s'appelait le Ticano, qui était en amont, disons, du barrage existant. Puis on descendait dans la rivière, dans les méandres de la rivière. Puis on avait beaucoup de plaisir à faire ça. Puis de temps en temps, bien, le radeau accrochait, puis on avait des difficultés, mais on finissait par se rendre à peu près à la hauteur d'où nous sommes présentement. Et on a fait ça plusieurs fois. Le radeau a brisé, on accrochait, enfin, on avait beaucoup de plaisir. Puis ça a été, pour nous autres, à cette époque-là, une perte de voir la rivière se faire inonder par le nouveau lac. Parce que dans le fond, on n'avait plus notre rivière, notre radeau devenait inutile. Ça a été un peu un deuil, si je peux dire. Pas un gros deuil, là, mais on avait beaucoup de plaisir. Bien, une fois, il y avait un Américain qui avait un petit avion. Cet avion-là, il arrivait, mais de temps en temps, il passait tout droit, puis s'en allait vers le lac Brome. Mais à un moment donné, ils ont passé, puis le gars, même à mairie, il est allé s'accoster pour savoir qu'est-ce que c'était, cette affaire-là. L'an passé, il n'y avait pas de lac. Puis c'était pas sur sa map, lui. Bien évidemment, ça a réglé le problème des inondations, en tout cas en grande partie. Mais ça a aussi fait que la ville a été capable d'aller chercher des industries qui avaient besoin de beaucoup d'eau. Parce que maintenant, la ville, au lieu de rationner l'eau, elle en avait en quantité. Et ça a changé la donne. Ça a changé vraiment l'habillage de la ville. Ça lui a permis de se donner une apparence nettement différente, puis de se moderniser. Et en même temps, de créer des emplois dans un monde monde industriel qui changeait. On est passé de l'ère industrielle lourde, là, comme les textiles, par exemple, à des compagnies qui étaient dans le plastique, qui étaient dans l'imprimerie. Ça a tout changé. Ça a révolutionné la ville. Ville pas d'eau, c'est une ville qui ne peut pas vivre. Donc, je me suis toujours intéressé au lac parce que Cowansville n'aurait pas pu se développer s'il n'y avait pas eu cette réserve d'eau-là. Ne pourrait pas espérer, aussi parce qu'aujourd'hui, avec les normes environnementales, c'est pas sûr qu'on aurait été capable de refaire la même chose, là. De capitaliser sur une rivière qui passe en plein centre d'une municipalité, qu'on a été capable d'animer au niveau là, de qualité de vie aux citoyens, avec des services autour du lac, sentiers, équipements, et ainsi de suite. Il y a eu beaucoup d'ensemencement du lac aussi. Fait qu'il y a toujours des gens à pêche ou à marcher sur le bord du lac. Puis il y a eu même la piste de ski de fond a déjà été à partir du lac, et puis ainsi de suite. Là. C'est une grande richesse pour Cowansville. Lorsqu'on parle là, de nos atouts ici, là, puis de nos facteurs de localisation, là, on y va avec un centre de santé reconnu internationalement, une polyvalente particulière. Ils sont à peu près 5 écoles secondaires là, bilingues à travers le pays. Là. Ça, c'est un des gros facteurs de localisation. Après ça, c'est notre lac en plein centre-ville. Là, ça vient au 3e rang de facteurs de localisation. Là. Puis la satisfaction, puis ça, c'est heureux que ce soit de même, là, la satisfaction que ça appartient aux gens d'ici, puis de voir que les gens en profitent. Les armoiries d'une ville constituent en quelque sorte sa signature en image. Aussi, Cowansville organise un concours à l'automne 1956 pour créer ses propres armoiries. C'est suite à ce concours que les armoiries de Cowansville ont été adoptées au printemps 1957. Ça a l'air que j'ai été choisi. OK. J'ai fait de la recherche. Puis après que j'ai fait la recherche comme il faut, j'ai trouvé le Peter Cowan. C'était sa première maison, la Peter. On donne ça. J'avais quelqu'un à Montréal qui fait pour le dessin, moi je crois. Le dessin, c'est à peu près comme au crayon, là, tu sais. Les autres, ils mettent la couleur. Moi, je dis la couleur, puis casser, puis pourquoi faire casser ça là. Puis... Taillé, si vous l'avez dans votre... L'avez-vous?
Ici? Ah oui, ici. Ah. OK? M'expliquez ce que vous avez fait. Ça ici, c'est ville. Un village, il n'y a pas le droit de mettre de couronne de même. Ça, c'est au Canada. Ça, ici, c'est la force du décor. Ici, ça traverse, c'est la rivière. La bonne entente entre les Anglais et les Français. Parce qu'à l'époque, ça s'entendait bien. Très bien. Ah, ça continue. C'est ça qui est beau. Tu sais, on a des médecins anglais, on a en tout cas, ici, la petite baie que tu vois, Ouais. c'est industriel. À peu près ça. Puis le corps dans le milieu, c'était pour Peter Cowan, c'est ça? C'est ça, Peter Cowan. Les armoiries, on les utilise plus dans un contexte légal. Donc, tout ce qui est le service du greffe ici, les appels d'offres et tout ça, on va utiliser les armoiries également pour les communications officielles. Donc, si le cabinet du maire a à émettre des communications avec les différents paliers de gouvernement, bien, on va utiliser les armoiries dans ce cas-là. Pour le reste, on utilise la nouvelle image visuelle. Le logo est inspiré de la carte de la ville de Cowansville. Donc, on peut voir les différents axes routiers, la rivière et tout ça, et ça démontre vraiment une des forces de la ville, qui est une ville-centre. Donc, tous les chemins mènent à Cowansville, on se plaît à dire ça. Puis aussi, bien, ça représente l'aspect d'un maillon. Donc, qu'à Cowansville, la proximité des gens, mais aussi la proximité des services, que tout se fait rapidement, tout est à portée de main. Et le désir de la municipalité d'être près des citoyens, d'être près des entreprises et également des nombreux organismes. La nouvelle image, je pense que ça démontre bien le désir d'être plus actuel et d'être plus en accord avec ce qui était projeté, là, par exemple, dans les armoiries. Donc, on retrouve vraiment une continuité avec la nouvelle image de la ville. Les armoiries, ça démontre en fait qu'on a une histoire, qu'on a un passé et que la ville de Cowansville n'est pas née hier. Donc, on a vraiment plusieurs années derrière nous. Donc, ça fait très officiel. Les armoiries, pour moi, qu'un logo puisse traduire notre contemporain ou là où on veut aller, là, une armoirie restera toujours une inspiration. La musique a toujours occupé une place très importante dans l'histoire de Cowansville. Dès le milieu des années 1860, quasiment 10 ans avant la première session du conseil municipal, on voit des manifestations, des spectacles de musique ici à Cowansville, de façon régulière. De 1925 à 1965, on a eu l'harmonie de Cowansville. Puis on était fiers de l'harmonie de Cowansville. On a même tenu un festival à Cowansville en 1955. L'harmonie de Cowansville faisait partie de la Fédération des fanfares amateurs, puis on avait accueilli des harmonies de partout au Québec à Cowansville. Ce sont nos précurseurs, c'est nos ancêtres. C'est ceux qui ont tenu le fort pendant 40 ans à Cowansville. Il y avait à Cowansville l'école Sainte-Thérèse, une grosse bâtisse. Il y avait l'école Saint-Léon, une grosse bâtisse. Et il y avait la petite école en haut. Puis l'objectif, c'était de donner de la fierté à l'école avec un projet original. Et c'est là, avec un chef de musique qui est je dirais un peu malade, mais dans le sens positif du terme, Serge Laverture s'est tout de suite impliqué, puis on a créé l'harmonie cadette Curia Petit à ce moment-là, une harmonie du primaire. Une caractéristique de cette harmonie-là, c'est que tout le monde nous expliquait que c'était impossible. On ne peut pas faire ça. C'est des petits du primaire, les broches, les ci, les ça. Alors, on a dit, on va l'essayer. Puis si ça ne marche pas, on arrêtera. Alors, on a parti l'harmonie. Comme de raison, à la première pratique, on avait une infirmière, on avait des sacs pour l'hyperventilation, on avait toutes les précautions. Et depuis ce temps-là, il y a au moins une cinquantaine d'harmonies au primaire qui existent un peu partout à travers le Québec. Alors, on a été ici quand même des précurseurs de ce mouvement-là d'établir, d'installer des harmonies à l'école primaire. L'année suivante, ça c'était en 91, en 92, on a inscrit l'harmonie au Festival des harmonies du Québec. Alors, on a 8 000 musiciens et il arrive une harmonie du primaire. Et comme je leur avais expliqué à l'époque, vous êtes des musiciens, des musiciennes. C'est pas une harmonie bubblegum, là. On vient pas vous voir parce que vous êtes cute. On vient vous voir parce que vous êtes des musiciens et des musiciennes. Depuis ce temps-là aussi, au festival, il y a une classe primaire qui existe. Alors, il y a toujours une vingtaine d'harmonies du primaire qui participent. Lorsque on a recréé à Cowansville les écoles de cycle,
Alors, l'école Curia-Petit est devenue une école pour première, deuxième, troisième année et on a transféré l'harmonie à Saint-Léon, qui a continué sous le nom de l'harmonie cadette d'Avignon. Et depuis quelques années, c'est l'harmonie cadette Saint-Léon, alors étant donné la nouvelle commission scolaire. Et l'harmonie continue depuis ce temps-là. C'est devenu une source de fierté. Ça fait partie du projet éducatif de l'école. Et depuis quelques années aussi, l'harmonie cadette est considérée comme un projet de concentration musique du primaire. Il y en a très peu au Québec et Saint-Léon fait partie de cette cohorte-là de groupes d'élite qui profitent au maximum de l'apprentissage par la musique instrumentale. L'harmonie de Kearnsville a fini en 65. Massé-Vanier a ouvert en 69, en septembre 69, avec une salle extraordinaire. Et l'ouverture de Massé-Vanier, la musique est réapparue au secondaire. Et en 71, entre autres, avec l'harmonie, avec le théâtre à Massé-Vanier, est apparu les comédies musicales. Moi, parce que j'étais dans l'orchestre à ce moment-là, je l'ai vu de façon interne, on rajoutait des supplémentaires. C'était des jeunes qui avaient les rôles titres, il y avait des adultes qui participaient au groupe, puis on était absolument époustouflés par l'accueil de la population, par la qualité de ce qu'on pouvait présenter. Alors, c'est des moments exceptionnels. Et tout ça, se découle encore là ce qui s'est déroulé par la suite, mais c'était des moments exceptionnels, des moments charnières dans tout le développement de la musique ici à Kearnsville. Le théâtre amateur est parti à l'école Saint-Léon. À ce moment-là, les filles étaient dans une école, les garçons, et quand on a réuni les deux ensemble dans la même école, on a commencé un programme de français avec le frère Bruno Fontaine. Et dans ce programme-là, comme tel, il y avait un volet théâtre avec une première soirée où il y avait 7 pièces dans le gymnase. Donc, c'était le premier festival. Et par la suite, on a tombé à 5 soirs avec demi-finale et finale, avec 3-4 pièces par soir. Avec les avantages d'une salle intéressante, l'auditorium, donc qui était plus qu'une salle de gymnase. Donc à ce moment-là, c'est sûr qu'au niveau des avantages de la salle, c'était extraordinaire pour pouvoir donner suite à un festival qui se développe de plus en plus. Le théâtre amateur comme tel, c'était dans le but d'amener le jeune à s'intéresser au français, à s'intéresser à la langue, s'intéresser à l'expression orale aussi. Et si tu veux, on les a responsabilisés un petit peu en leur donnant un petit peu de pouvoir. D'abord comme metteur en scène. Souvent, c'était les jeunes dans la troupe qui choisissaient leur metteur en scène, qui était un petit peu une espèce de mini-professeur qui devait les évaluer, qui devait les organiser, qui devait créer un calendrier de travail. Et nous, comme profs, on avait à les suivre sur l'organisation, voir s'ils respectaient leur calendrier. Et souvent, je voyais des élèves qui étaient beaucoup plus sévères envers leurs commettants que nous autres, on pouvait l'être avec les élèves. Je me souviens des fois d'être entré à l'auditorium durant une pratique, puis le metteur en scène engueulait comme du poisson pourri les jeunes. Fait que je suis sorti, j'ai dit jamais j'aurais dit des choses comme ça. Mais ils avaient vraiment une marge de manœuvre puis une responsabilité qui était absolument extraordinaire. Et je pense que c'est ça qui les a amenés là, à s'intéresser à ça, choisir leur texte. Et c'est sûr que le théâtre a évolué. A évolué d'abord avec des pièces que les élèves trouvaient, Fédo, monologues, des théâtres classiques. On leur travaillait pour le situer dans un temps qui était potable, soit 1 heure, 3/4 d'heure. Et par la suite, tranquillement, on a ajouté le volet création. Et ça, je pense que ça a été une étincelle d'intérêt encore qui a permis de vraiment donner plus d'intérêt encore au théâtre comme tel. Donc, d'écrire la pièce. Et on demandait à tous les élèves de théâtre d'écrire un texte de théâtre. Le professeur corrigeait et on choisissait les meilleurs textes. Et les meilleurs textes étaient donnés après ça à ceux qui voulaient les monter.
Donc, ils choisissaient leurs comédiens, soit dans la classe ou dans d'autres classes. Et à ce moment-là, donc, on organisait les pratiques comme telles. Et quand arrivait le temps du théâtre, là, où on avait peut-être 15 ou 20 ou 25 troupes, des fois, on pouvait rouler 24 heures de temps au niveau de l'auditorium avec des pratiques durant la nuit pour permettre à tout le monde de pouvoir faire leur demi-finale et d'arriver après ça, donc, sur scène pour donner leur texte. Ça pouvait aller jusqu'à 200, 250 élèves facilement, plus les techniciens, plus les organisateurs. Donc, c'était vraiment quelque chose d'important, d'intéressant. Pour les élèves, c'était une religion de jouer au théâtre et de participer, même si c'était difficile. Moi, je dirais que c'était peut-être le cœur de la vie artistique de la ville à ce moment-là. C'était... je te dis, on avait il y a des soirs là, où on refusait, on faisait venir la police pour refuser les gens à la porte. Je pense que je peux dire qu'on a fait notre part pour donner un visage culturel à la ville. Puis je te dis, si j'avais pas eu ça dans l'école, j'aurais trouvé le temps long. C'était comme une bouée de sauvetage. Même quand j'étais directeur, j'avais continué à ce moment-là. J'avais produit des comédies musicales. Comme directeur d'école, j'étais impliqué comme metteur en scène dans des grosses productions. Je me souviens d'un étudiant, c'était pas dans le théâtre amateur, mais c'était dans une comédie musicale. Lui était dans les classes très faibles. Puis il m'avait dit, Paul, il dit, j'ai 67 mots à dire. Je suis content de les dire. Puis là, à un moment donné, j'avais modifié un peu le texte. Là, il dit, tu m'en as enlevé 5. Il m'en reste 62 seulement. Puis le théâtre, il y a un côté, comment je dirais ça, un peu gratuit, un peu... on n'a pas de points à gagner dans ça. On n'a pas rien à gagner. C'est pas comme dans d'autres sports où tu joues contre une autre équipe. Non, tu montes ton spectacle, tu le présentes, puis tu es à peu près assuré d'avoir dans la salle 800 personnes qui sont assises sur le bout de leur siège qui t'écoutent des heures de temps. C'est absolument extraordinaire. Puis les élèves me rencontrent toujours, me disent « ça valait pas l'aimer ça ». Je pense que dans une carrière, c'est le plus beau compliment qu'on peut faire à quelqu'un et qu'on peut recevoir. En 86, les profs de musique sont allés à Shawinigan pour un festival de musique et ont eu la brillante idée d'amener le festival à Cowansville. Et on a tenu le festival en 1987 à Cowansville. On a accueilli à l'époque tout près de 4000 musiciens à Cowansville pour la durée du festival. Et c'est un petit peu comme les Olympiques dans un pays. Quand l'activité se déroule, ça a un effet, ça fait tache d'huile et par la suite, il y a un grand développement. Et au secondaire, ce qui est arrivé à ce moment-là, c'était aussi la création de l'Académie de musique au secondaire. Alors, un projet particulier en musique. Ce n'était pas encore un projet de concentration. C'est reconnu maintenant comme un projet de concentration. L'Académie de musique Massé-Vanier a été reconnue comme ambassadeur culturel de Cowansville. C'était que lorsqu'on se présentait partout, que ce soit à Sherbrooke, que ce soit à Montréal, que ce soit à l'extérieur du Québec, que ce soit aux États-Unis, c'était l'harmonie de Cowansville. Alors, c'est une source de fierté, c'est une source de réalisation, c'est une école extraordinaire pour les jeunes. Alors, Cowansville s'est fait un nom. C'est fait un petit peu partout là, au niveau du monde musical. On a commencé tranquillement. Il y a au-dessus de 200 spectacles qui ont été présentés au Parc d'Avignon. Et au niveau du Québec, Cowansville s'était bâti une réputation. Il y avait les concerts Molson à Montréal, il y avait North Atlee, puis il y avait Cowansville. Alors, les harmonies de haut niveau nous appelaient pour venir jouer à Cowansville. Le kiosque de musique du Parc d'Avignon, c'était en l'honneur de toute la vie musicale qu'il y a eu à Cowansville, autant des origines en 1800 que l'harmonie de Cowansville, que l'Académie. C'est un milieu très particulier, c'est un milieu des cantons de l'Est. C'est un milieu où deux groupes ont cohabité, autant les anglophones que les francophones. Sur la scène d'Avignon, ce n'est pas le vrai nom de la compagnie. C'est sur la scène d'Avignon On Stage incorporé. Pourquoi? Parce qu'on tient compte des deux communautés. Je pense au spectacle au parc. On a souvent on va annoncer en anglais aussi, au grand plaisir des gens qui sont là, même si nos anglophones comprennent bien le français.
Ça, c'est une des caractéristiques. Là. On cohabite depuis toujours. Le secteur francophone a pris de plus en plus d'importance. Lorsqu'on parle de l'histoire musicale de Cowansville, le Cowansville Brass Band, c'était des anglophones seulement. Et les francophones sont impliqués par la suite avec l'harmonie de Cowansville. Les anglophones ont eu une réalité culturelle peut-être plus importante que les francophones. Et on les a rejoints. Puis maintenant, on est capable de faire des choses ensemble. Mais ce n'est pas nécessairement dire, voici, on a un Cowansville, là. Il y a plein d'artistes établis à Cowansville, puis ça bouge de partout, là. Il faut ceux qui font de la culture à Cowansville réalisent que c'est un travail de missionnaire, puis il ne faut pas lâcher. Parce que c'est important, la culture. C'est l'âme du peuple aussi, c'est l'âme de notre milieu. La fibre nerveuse, puis la fibre profonde de la population ici, on sait que ça existe, c'est important, puis on est fiers. C'est une ville que j'aime. C'est une belle petite ville. On sent là, actuellement les traces, évidemment, l'histoire des loyalistes. Hein. Il y a des arbres. Les gens, et ça c'est québécois aussi, francophone, les gens sont très fiers de leur petite maison, qu'elle soit grosse ou petite. Mais vous passez dans les rues ici, là, les maisons sont bien entretenues, il y a des arbres, il y a des fleurs. Mais quand on s'est annexé, on a fait avec Roland puis le conseil, moi j'en ai jasé, j'ai dit pourquoi vous n'avez pas toute la place Swissburg? Il ne voulait pas, c'est un petit village, hein? Mais il tenait à Cowansville. Le rôle d'ambassadrice m'a propulsée dans un sens à aller chercher l'histoire de Cowansville. J'ai appris par exemple que M. Cowan, là, on pense toujours que c'est un loyaliste, là, mais le nom Cowan, ça veut dire « born lucky ». Alors, en celte, en gaélique. Alors, lui était écossais, puis il est arrivé ici avec les groupes d'Écossais qui ont fait Montréal, la Banque de Montréal, tout ça. Même la banque ici. Alors donc, c'est ça, le côté histoire là, me fascine. C'est l'intuition de l'histoire ici qui me retient ici. C'est une ville auquel moi, je suis attaché. C'est mon chez-moi. Et puis, j'ai l'impression que ça va être chez moi encore longtemps. C'est ça, c'est à 4200 que, en tout cas, de la population de Cowansville. Écoute, il n'y a pas grand-chose ici. Le premier drapeau canadien, la feuille d'érable, a été tissé ici à Cowansville, à l'usine Brock Mills, à l'automne 1964. À ma perception, à moi, Cowansville, c'est une ville qui est méconnue. Donc, il y a plusieurs beaux attraits à Cowansville, mais qui ont été gardés un peu cachés, un peu secrets. Donc, dans ma vision d'avenir, c'est vraiment de promouvoir ces nombreux attraits. Oui, il y a les services, mais il y a aussi plein d'autres choses qu'on peut faire à Cowansville. C'est une ville de services, mais c'est facile à Cowansville, donc je viens de faire un rime. Probablement que son point important va devenir la culture, parce qu'évidemment, on n'a pas les montagnes, mais on a le lac et on a la culture et on a une population vraiment intéressante. C'est ça. Puis les gens. Je vais parler les gens, tu sais. Tu jases de temps en temps, puis... Il y a encore du son, je jase là-dedans.